Bon, on commence. En guise d'introduction à cette table ronde consacrée à la ville musulmane au Maroc entre tradition et modernité, je crois qu'il faudrait d'emblée reconnaître que c'est une gageure. C'est une gageure que de vouloir évoquer la ville musulmane au Maroc dans la longue durée. Ça veut dire de la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il faudrait peut-être souligner qu'un thème comme celui-ci soulève des questions de définition. C'est quoi la ville musulmane ou islamique? Une question de terminologie, de rupture et de continuité dans la longue durée, avant même d'évoquer les caractéristiques d'une ville musulmane et de son organisation spatiale. Une organisation spatiale qui répond forcément à des références multiples, diverses, spirituelles, politiques, stratégiques, géographiques, des références appelées à évoluer avec le temps et à s'adapter aux impératifs historiques et au contexte historique, et quelquefois aussi selon l'altérité avec laquelle les musulmans sont appelés à cohabiter, à coexister dans la cité. Je fais ici allusion, bien entendu, à la coexistence entre la majorité musulmane et les minorités. Les minorités dans la ville, bien sûr, dans la ville traditionnelle musulmane. Un autre point qui sera soulevé par mes collègues, ce sont les mutations profondes introduites dans l'espace urbain marocain en situation coloniale. Pourquoi? Parce que personnellement, je ne sais pas si mes amis partagent mon point de vue, je ne considère pas que la situation coloniale est une parenthèse dans l'histoire d'un pays. Ce qui est entre parenthèses, généralement, on le lit ou on ne le lit pas, et ça ne change rien à la phrase. Or là, je crois, c'est une parenthèse, c'est pas une parenthèse, c'est une période de notre histoire qu'il faut s'approprier, surtout qu'elle a introduit de profondes mutations. C'est tout un débat. Et pour finir, nous ne manquerons pas, même brièvement, d'évoquer l'état de la recherche dans ce volet qu'est l'histoire musulmane, et mes amis sont mieux placés que moi pour en parler. Mes amis, mes collègues, je les présente très très brièvement. Tout d'abord, à ma droite, M. Abdelaziz Touri, qui est archéologue, historien de l'art, ancien directeur du patrimoine au Maroc. Bon, et son aire de recherche, c'est l'art et l'archéologie islamique. Et puis, c'est Khalid Ben Sghir, qui est professeur de l'enseignement supérieur à l'université Mohammed V de Rabat, faculté des lettres et des sciences humaines. Son champ de prédilection, c'est les relations Maroc-Europe et les questions de réforme. Et puis, à l'autre bout de la table qui n'est pas ronde, c'est Mohamed Saïd Mortaji, El Mortaji, professeur assistant, plus jeune je crois, professeur assistant, spécialité art et muséologie à la faculté des lettres et des sciences humaines de Benmsik, Casablanca.
Donc, à tous les trois, je vais commencer par poser une question. On répondra celui qui juge qui a la réponse appropriée. Qu'est-ce qu'une ville musulmane? N'est-ce pas là un concept fabriqué par les orientalistes, notamment par l'école d'Alger? Je pense précisément aux frères Marseille, Georges et William. Est-ce qu'il existe, dans le cas qui nous concerne, un problème de terminologie? Ou alors, on retient le titre comme il a été annoncé dans le programme, et puis voilà, on surfe là-dessus comme si c'était un acquis. Abdelaziz? Merci, Monsieur le Président. Cette question est en fait une problématique qui continue jusqu'à nos jours. C'est une question qui a été mise en avant par les travaux des années 30-40 jusqu'en 1957, très exactement, et qui avait été mise en avant par, comme tu viens de le dire, les représentants de ce qu'on appelle l'école du Maghreb et plus exactement d'Alger, et l'école orientale qui, elle, dont le nom le plus prestigieux est Jean Sauvager. Jean Sauvager qui a travaillé surtout sur la Syrie, principalement Damas, Alep et quelques-unes des autres villes anciennes. Donc c'est un concept qui a été créé et qui a été critiqué à partir de 1957 parce que, en fait, on s'est rendu compte du fait que ce concept-là ne recouvrait pas une réalité urbaine sur le terrain. On a remarqué aussi que, finalement, deux facteurs ont été à l'origine de cette appellation, de ce concept-là. Tout d'abord, le fait qu'on faisait remonter toutes les choses caractérisant la vie d'ailleurs des musulmans en général, à la religion. C'est pour ça que le terme de musulman est venu, n'est-ce pas, se coller à la ville musulmane. Premier point. On ne parle jamais de ville chrétienne. Voilà. Donc, on ne parle pas effectivement ailleurs que pour l'ère arabo-islamique de villes musulmanes, de villes européennes ou de villes enfin avec des qualificatifs spécifiques. Pour la ville musulmane, ou la ville dans le monde arabo-islamique, on lui a collé ça. Ensuite, à partir de 1957, il y a eu une sorte de prison, en compte d'un certain nombre de choses qui ont fait que cette question a été rediscutée entre les spécialistes. Tout d'abord, on s'est rendu compte qu'en fait, on travaillait sur la ville islamique ou sur la ville du monde arabo-musulman à partir d'analyses analytiques, pas à partir d'analyses synthétiques. C'est-à-dire qu'on prenait les monuments, on prenait, voilà, on prenait leurs dispositions sur le sol, etc. Mais on ne pensait absolument pas à autre chose que ça. L'architecture, l'installation, etc., topographique et tout ça. Sont venues ensuite des idées qui ont voulu, qui ont attiré l'attention sur d'autres éléments, d'autres questions qui entraient à la vie à l'intérieur. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a pas uniquement le cadre, mais il y a aussi les institutions. Il y a la vie des hommes. Comment ils sont organisés, comment ça fonctionne, etc. La ville, ce n'est pas uniquement un ensemble d'éléments physiques, c'est aussi un ensemble de comportements, un ensemble de... Alors c'est Abdelaziz. Tu serais plutôt favorable à islamique ou tout simplement ville... entre musulmane, islamique ou tout simplement ville marocaine? Non, moi je ne suis pas... Même islamique pose problème entre les spécialistes. Parce qu'au Maroc, quand tu viens de dire ville marocaine,
La ville au Maroc ne ressemble pas à la ville en Égypte. La ville en Égypte ne ressemble pas à la ville ailleurs. Et puis, de quelle ville on voudrait parler? De la ville du monde dit arabe, donc la partie de l'Empire islamique qui est donc constituée par 22 ou 23 pays dits arabes. D'ailleurs, je vois que les Comores sont aussi dans le monde arabe, alors que c'est bien loin. Donc, tout ça, c'est des concepts qui facilitent un petit peu l'approche qu'on voudrait avoir de cette issue-là. D'accord. Tu aurais quelque chose à ajouter à ce propos? Oui, pour cette appellation, ça me rappelle une anecdote qui m'est arrivée quand j'ai commencé ma carrière comme enseignant au pied de l'Atlas. Et la première fois que je suis entré dans cette classe, je fais l'appel de mes élèves et je termine la liste avec un étudiant, un élève qui s'appelle Tarzan Youssef. Tarzan Youssef. Alors, j'étais étonné parce que je lisais les bandes dessinées, j'ai vu Tarzan au cinéma. Alors, un Marocain qui s'appelle Tarzan, à la fin de l'heure, j'ai dit, tiens, comment ça se fait que tu t'appelles Tarzan? Il m'a dit, tout simplement, mon père, il travaillait avec le contrôleur civil. Et quand on a commencé à créer l'état civil de Ouazzam, mon père n'avait pas un nom de famille très connu. On lui a dit, ça va, tu t'appelles Tarzan, et puis c'est tout. Je crois que c'est la même chose avec la ville musulmane. Les chercheurs européens, français notamment, étaient en Algérie, en Tunisie, avec une longue expérience en Algérie et en Tunisie. Ils arrivent au Maroc et ils vont transplanter le même terme. On parle aussi de la ville musulmane sans avoir demandé aux intéressés comment est-ce qu'ils appellent tout simplement leur ville. Est-ce qu'elle s'appelle une ville? Est-ce ce qu'appelle le terme approprié, à mon avis, s'ils ont posé la question, malheureusement ils ne l'ont pas fait, c'est Médina. C'est une Médina. Et ce n'est pas loin du concept de la ville islamique, parce que l'origine aussi de Médina, c'est Médine, qui est la ville de Médine, qui est en Arabie Saoudite. Alors, c'est très compliqué. Comment les choses arrivent comme ça? Parfois, c'est le hasard, parfois, c'est la force des choses. On était en colonie. Il fallait seulement dire ville algérienne en Algérie, ville tunisienne en Tunisie, mais ce n'était pas possible, parce que le contexte ne le permet pas, c'était la colonisation. D'accord, mais quand même, je crois que les clichés ont la vie dure quelquefois, et les mêmes clichés ont été repris même par l'historiographie marocaine aujourd'hui. Hein. Je vais à l'encyclopédie du Maroc que je consulte, et autres écrits à l'université marocaine, et qui reprennent en fait les clichés, ou ce qui était cliché de l'école orientaliste. Tu as quelque chose à ajouter? Non, je voudrais ajouter juste au sujet de la notion de la ville musulmane ou la ville islamique. Il faut dire qu'il a été forgé dans le cadre d'un orientalisme qui a influencé fortement les perceptions des chercheurs. Et le problème, c'est que cette notion a été forgée à partir d'un échantillon réduit et atypique de la ville arabe du début du XXe siècle. Et l'image qu'on donnait à cette ville, c'est une ville anarchique qui met en scène un chaos urbain, à savoir l'absence d'un réseau viaire qui correspond à la ville antique, Decumanus et Cardo Maximus, par exemple, l'absence des espaces publics, la maison tournée vers l'intérieur, etc. Et cette disparité apparente cache en fait une structure homogène et un tracé logique qui met en avant la propriété privée. Le problème de l'appellation, qui implique implicitement une comparaison avec d'autres villes, à savoir la ville antique ou la ville chrétienne médiévale, si ça existe. Donc, mais le problème, c'est que cette appellation a été reprise par les chercheurs jusqu'à maintenant pour appeler un aménagement de l'espace
propre à la culture musulmane. Donc l'utilisation est toujours dans les écrits des historiens de l'art. Même avec ces clichés en histoire, il y a peu de ruptures. En fait, il y a toujours des continuités, ou souvent des continuités. C'est vrai qu'on peut imaginer une ville islamique ou musulmane, peu importe, bâtie ex nihilo pendant l'ère de l'islamisation du Maghreb ou du Maroc, mais on peut imaginer également d'autres cités bâties en continuité avec la ville antique romaine. Et sur ce plan, je crois que nous avons au Maroc des villes bâties qui ont vu le jour, disons, dans l'ère islamique, mais d'autres qui ne font que reconduire une ville antique préexistante. C'est vrai que ce problème a été posé pour les premiers orientalistes qui ont travaillé sur la ville islamique, et ça se pose, la question se pose de la définition même de la ville islamique. Est-ce qu'il y a d'autres questions se poser, à savoir la transition? Est-ce qu'il y a une transition entre les villes antiques et les fondations, les villes créées ex nihilo avec l'arrivée de l'islam? On est loin de la séparation, la distinction que faisait par exemple Torres Balbas, des villes construites avant l'ère musulmane et des villes qui sont bâties après, avec l'apparition de l'islam. Le problème, c'est qu'avec, on souffre, dans l'histoire du Maroc, on souffre pour cette période, le Haut Moyen-Âge, de la quasi-absence des textes, de la documentation textuelle pour cette période. C'est de là que l'apport de l'archéologie est essentiel. Oui. Alors si on revenait maintenant, quelle que soit l'appellation, ville musulmane, ville islamique ou tout simplement ville marocaine pour être plus simple, hein, y a-t-il une organisation spatiale type, du moins dans la ville traditionnelle, avant de parler de la modernité, entre guillemets encore, du passage de la ville traditionnelle marocaine à la ville moderne, hein? Est-ce que la ville moderne, aujourd'hui, Rabat, Casablanca, est-ce qu'on peut encore utiliser le même jargon? Mais déjà, quelle organisation spatiale, est-ce qu'il y a une logique? Qu'est-ce qui caractérise une ville traditionnelle islamique ou musulmane? Oui, c'est une question qui occupe encore les spécialistes, parce que sur ces questions-là, il faut distinguer trois types de spécialistes qui interviennent. Il y a les philologues qui travaillent sur les textes, tout simplement, et qui essaient de comprendre ce que veut dire Medina, ce que veut dire Qaria, ce que veut dire, etc. Et il y a ensuite les historiens. Les historiens sont de deux types. Historiens des textes, donc qui s'occupent de tous les écrits anciens, et à partir desquels ils veulent essayer d'étudier tous les phénomènes, dont la ville. Et les troisièmes sont les archéologues. Ce sont des historiens, en fait, qui font appel plutôt à la trace matérielle et non pas à la trace écrite, tout simplement. De plus en plus, il y a une sorte de va-et-vient entre ces deux derniers groupes, donc les historiens des textes et les historiens du matériel, que sont les archéologues, surtout en Andalousie, enfin en Espagne. Ils sont très, très, très en avance par rapport à nous, au Maroc et dans le Maghreb en général. Et de cette confrontation-là, il y a énormément d'idées qui commencent à surgir, parce qu'avant, il y avait une séparation pratiquement entre les... Maintenant, l'organisation de cette ville. Cette ville, bon, elle est dite musulmane parce qu'en fait, la plupart des gens, la quasi-totalité, j'allais dire, moins quelques pourcentages des minorités, ces gens-là sont de religion musulmane, de confession musulmane. Donc, ville islamique ou ville musulmane. Toujours les deux termes sont impropres, mais on n'a pas encore trouvé de terme qui pourrait faire, disons, l'unanimité autour de lui.
Pour nous, pour moi par exemple, et des collègues à moi, surtout espagnols, on préfère dire par exemple la ville andalouse à l'époque islamique, la ville marocaine à l'époque islamique, etc. Et puis dans cette époque islamique, il y a différentes strates, n'est-ce pas? Mohamed Saïd Mourtaji tout à l'heure a indiqué une chose qu'il faut absolument retenir, c'est que tout ce qui s'est écrit au XXe siècle, jusqu'en 57 et jusqu'en 87, parce qu'il y a quand même 20 ans de va-et-vient entre les spécialistes, s'est construit sur la ville de ces pays-là, donc en l'occurrence du Maroc, telle que la colonisation française, enfin le protectorat, les a trouvés. Donc cette image-là que les chercheurs français ont devant eux, ils l'ont appliquée à toute la ville, dans son ensemble, toute époque confondue. Donc il n'y a pas une spécialisation sur, par exemple, la ville marocaine au XVe siècle ou au XVIe siècle. Non, ils ont trouvé fin XIXe, début XXe, donc ça c'est la ville marocaine. Il y a un chercheur français qui a fait le premier, la distinction, n'est-ce pas, et qui a attiré l'attention sur cette question-là, fondamentale à mon avis, c'est qu'il ne faut pas, c'est pas quelque chose qui est immuable. Depuis que cette question est née, et elle est restée jusqu'à aujourd'hui, non. André Raymond, en travaillant sur le Caire et sur l'Égypte en général, et puis il a étendu un peu la Tunisie, Tunis, ensuite Alep, Damas, etc., s'est rendu compte qu'en fait, il faut travailler sur la ville à différents niveaux de son histoire. Parce qu'au moment où l'Europe est sortie de ses frontières, elle a commencé à dominer les autres, on était déjà en pleine décadence. Si le monde arabo-islamique n'était pas décadent, la colonisation et le protectorat n'auraient pas pris pied. Et c'est à partir de là que il s'est rendu compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé uniquement sur les mêmes matériaux, c'est-à-dire le monument, etc., etc. Non, il a fait appel à des archives. Or, pour le Caire, il avait une chance que nous n'avons pas chez nous, au Maghreb et principalement au Maroc. C'est la documentation de l'Empire ottoman. Les Ottomans, quand ils sont venus et qu'ils ont commencé à dominer, ils ont fait ça partout. À Alep, par exemple, ils ont recensé, c'est le terme qui est un petit peu chez vous, ici en France, fait débat maintenant, ils ont recensé les chrétiens. Nous voulons savoir combien de chrétiens il y a à Alep, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas fait uniquement ça. Ils ont recensé les biens habous, c'est-à-dire les biens de main morte. Ils ont recensé un certain nombre. Et ces documents-là n'ont jamais été pris en compte dans le traitement de la question de la ville en tant que telle. Raymond l'a fait. Et là, il s'est rendu compte que, attention, ce n'est pas le monument, ce n'est pas l'organisation, c'est les institutions. Et c'est pour ça qu'il y a le centre, pour faire schématique et pour faire général, n'est-ce pas, ne pas entrer dans les détails parce que ça c'est un discours entre spécialistes, n'est-ce pas, et je ne veux pas vous alourdir avec ça. Les fonctions économiques et les fonctions d'enseignement sont dans le centre de la ville. Ensuite, autour, il y a, alors ça si vous voulez, c'est l'espace public. Autour, d'une manière plus ou moins concentrique, etc., il y a le secteur, disons, privé, donc les résidentiels où les gens vivent, etc., etc. Ça ne va pas du tout dans le sens qui prétend que le centre de la ville musulmane, c'est la mosquée. Non, c'est donc la référence spirituelle avant. Oui, alors... D'où d'ailleurs l'appellation. Alors ça, bon... je pose une question. Non, oui, bien sûr, je réponds immédiatement. D'abord, la ville telle que les musulmans ont fait en sorte qu'elle est saine, elle est anti-islamique. Parce que l'islam, surtout en Occident, on se dit que l'islam, c'est une religion de nomades et de gens du désert. Non, l'islam est né dans deux villes, la Mecque et Médine. Donc déjà un tissu urbain existant. Comment il était, c'est un autre problème. Mais l'origine, c'est ça. L'islam est une religion urbaine, non pas une religion rurale ou désertique. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que manifestement, le monument emblématique de l'islam, c'est la mosquée.
Parce que la mosquée n'est pas uniquement l'endroit où on fait la prière. C'est l'endroit où on se rencontre, où on discute, où on enseigne et où on prend les premières, bien sûr, les grandes décisions politiques. Doit-on aller au-delà des frontières qui sont les nôtres, donc faire un peu, j'allais dire, enfin, comment on peut dire, j'oublie mes mots, faire évoluer la religion? C'est une grande question qui avait été posée déjà du temps du troisième calife, donc du prophète. Après la mort du prophète, il y avait 4 grands califes. Le troisième, Omar, n'a pas accepté, par exemple, de faire la conquête, entre guillemets, du Maghreb. Parce qu'il dit, non, ça, c'est des gens, c'est berbères, il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser tranquilles, voilà. J'en suis un. Bon, pour c'est Khalid, j'aimerais revenir à cette logique de l'aménagement de l'espace de la ville qui doit avoir certainement beaucoup de références, une référence spirituelle, on vient de la citer, mais il doit y avoir d'autres références stratégiques. Hein. Je ne sais pas, quand on est à la frontière, bâtir une ville au front de mer, et quand on craint un ennemi ou un ennemi potentiel, elle prend une autre forme. D'autres références tout simplement, quelquefois, de politique, hein, économique, etc. Alors, aménagement de l'espace et ses références, sharia, ahkam al-bunyan, comment on appelle ça, ahkam al-bunyan, pour traduire un petit peu que l'ahkam, c'est comme les préceptes de construction, hein, qui sont déjà assez figés. Je ne sais pas, par exemple, en prenant que la fenêtre de votre demeure ne doit pas donner sur le patio de la maison du voisin, etc. Tout ça, ces ahkam, ils sont tracés. Donc, en fait, le bon voisinage. Donc, il y a des référentiels qui sont à la fois d'ordre spirituel, d'ordre politique, stratégique et autres. Tu aurais quelque chose à ajouter? Pour commencer avec le stratégique, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas des premières villes marocaines, et il y a aussi un débat là-dessus, Fès et Marrakech, par exemple, Fès a été créé à l'instigation des Idrissites qui sont venus d'ailleurs. Mais ils sont venus de là où il y a déjà des villes. Médine, encore, je reviens à Médine. Marrakech, il a été édifié par des gens qui sont venus du désert. Ce n'étaient même pas des sédentaires. Alors, la construction d'une ville, la création d'une ville, ça commence déjà par la stratégie. Avoir une capitale pour créer un État qui veut avoir une stature d'abord nationale et puis après, parce qu'il faut d'abord construire une ville. Et le noyau, ça commence toujours par la mosquée. Alors, on a le cas de Fès avec le Qarouyin et le cas de Marrakech avec le Koutbiya, et puis les cas qui vont revenir avec les autres. Ça veut dire, quand on construit une mosquée, c'est d'abord les piliers de l'islam qui ont une garantie d'existence, et puis il y a une légitimité, oui c'est ça, et puis il va y avoir de l'enseignement, parce que l'islam, il faut le propager ici et ailleurs, il faut enseigner. Alors il faut tout un système, il faut recruter des faqih qui viennent peut-être de Fès, qui viennent ailleurs. Alors c'est tout un système qui va commencer à marcher, parce qu'on ne peut pas imaginer une école de l'enseignement islamique à Marrakech sans qu'il y ait des ulama qui viennent de Qarouyin, par exemple. Alors etc. Pour le côté économique, à côté de la mosquée, on mettait souvent, parce que les centrales, on mettait les commerces les plus propres, c'est souvent les bijoutiers. Juste après, c'est les marchands de tissus, parce que c'est aussi propre. On peut peut-être, par exemple, si on prend le cas de Rabat, la ville de Rabat, on a la mosquée Jem al-Kbir qui est au centre, et juste après, il y a les bijoutiers. Juste après, il y a les commerçants de cuir. Il y a un marché qui se tient une fois tous les 3 jours pour vendre le cuir. Après, il commence à y avoir d'autres fonctions un peu salissantes, comme les teinturiers, comme les forgerons. Et puis, il y a la teinturerie. Alors, toutes les villes comme ça, il faut que le calme
le monsieur qui fait sa prière dans la mosquée, au fur et à mesure, il faut que ça se fait dans le calme. Alors, les marchands, l'activité commerciale qui est tout près, il doit être silencieuse, il faut propre, etc. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la mosquée, on trouve les forgerons, on trouve Sfari Nafaz, etc. Alors, il y a déjà une organisation, et dans ça, il y a déjà une réponse aux orientalistes qui accusaient la ville islamique de ne pas être organisée. Déjà là, l'organisation se fait dès le départ, elle est fonctionnelle. Il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi intervenir. C'est le politique. Oui, bien sûr. Il y a toujours, mais toutes ces choses sont toujours. Ce qui est intéressant pour les cas des villes marocaines, c'est toujours lié à la religion. Le choix de la construction. Le choix de construction des maisons qui vont être autour. Par exemple, lorsqu'on prend le cas de Rabat, il y a une grande mosquée, mais à l'intérieur de la Médina, il y a des petites mosquées. Des oratoires. Des mosquées de quartier. Parce que dans la grande mosquée, il y a la prière du vendredi, avec le serment de vendredi, mais dans les petites mosquées, il y a juste les 5 prières. Tout le monde va partir à la mosquée, parce que le jour du vendredi, c'est très important pour le pouvoir. Souvent, au Maroc précolonial, il n'y avait pas de moyen de diffuser l'information. Le sermon des vendredis, c'est un moyen de diffuser l'information. Il y a un sultan qui fait un tel mouvement militaire dans le sud ou ailleurs, alors il envoie une lettre au gouverneur de la ville, à Salé, ou à Rabat, ou à Marrakech, et il la transmet au khatib du sermon de vendredi, et qui lit. Et comme ça, on sait à Marrakech, par exemple, les mouvements du sultan qui étaient dans le Rif, ou qui étaient dans l'oriental, ou qui étaient au Gharb, et qui punissaient les tribus récalcitrantes ou qui n'ont pas payé les taxes, etc. Et il y a une chose très importante à signaler dans la prière du vendredi, c'est qu'au Maroc, c'est le rite malikite, c'est le seul pays en Afrique du Nord et dans le monde musulman où il existe ce qu'on appelle Hadith al-Insat. Hadith al-Insat, c'est avant de commencer le sermon, il y a toujours un monsieur qui se lève avant l'appel à la prière et qui dit il ne faut plus parler, la prière de vendredi a commencé. Celui qui perturbe le sermon, il n'a pas. Comme s'il n'est pas venu pour faire la prière du vendredi. Il n'a pas validé Voilà. l'examen. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes dans leur campagne environnante et qui profitent du jour de vendredi où tout le monde est là. Tout le monde est là pour la prière. Il y a le qadi aussi, tout le monde. Et avant la prière, les gens se lèvent et lancent leur doléance. Que tel juge a fait ceci, que tel qaïd m'a volé ceci. Alors, c'est juste au Maroc que ça existe. Même nos voisins algériens, je ne crois pas qu'ils utilisent Hadith Insat. Alors là, le mélange entre le politique et le religieux. Et je laisse. Merci, c'est Mohamed Saïd. Revenons toujours, restons encore sur cette organisation spatiale de la ville, mais focalisons aussi sur le quotidien de l'habitant, à savoir d'abord sa demeure personnelle, sa maison personnelle. Est-ce qu'il y a une maison type musulmane? Je parle de la ville traditionnelle avant de parler de la ville d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette maison ouverte vers l'intérieur, aveugle vers l'extérieur, ou alors est-ce vrai vraiment, ou est-ce un cliché? Moi, j'ai vu le jour dans une ville traditionnelle, bon, c'était le siècle dernier, c'est vrai, mais c'est vrai que notre maison avait très peu d'ouverture sur l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était à ciel ouvert et toutes les pièces étaient ouvertes sur le patio où on mettait les plantes, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de balcon, hein, mais tout se faisait à l'intérieur. Même quand il faisait beau temps, les gens sortaient dans le patio pour discuter. Alors, est-ce que ce cliché ou cette maison type, entre guillemets, je ne sais pas si elle est valable partout au Maroc, est-ce qu'elle reste une caractéristique
hein, une maison type musulmane, du moins au Maroc, ou alors il y a un peu d'exagération. Je sais que tu as étudié plusieurs villes au Maroc et que toi, tu peux nuancer beaucoup mieux que moi. Mais avant, j'aimerais rebondir sur la question de l'aménagement de l'espace public, les logiques de l'espace public. C'est vrai qu'il faut considérer les deux centres culturels et les activités, le centre économique, qui font le noyau de la ville islamique. Et parlons de la relation entre ces deux espaces, l'espace religieux et l'espace économique, il faut dire qu'ils sont très intimement liés et ils s'égrènent tous les deux au long des axes majeurs de la ville islamique. Et revenons à la question de la localisation des activités économiques. Ce n'est pas toujours question de propreté dans la hiérarchie des métiers, mais c'est beaucoup plus question des métiers qui demandent beaucoup plus d'espace. C'est pourquoi on trouve, pour faciliter l'accessibilité aux matières premières, en eau, les moulins à grains ou à l'huile, par exemple, ils nécessitent un espace beaucoup plus. Aussi, une autre logique essentielle, c'est c'est le degré de nuisance. Il n'est jamais permis de perturber la tranquillité des quartiers résidentiels. Et là, j'aborde la question de l'espace privé, les logiques culturelles et spatiales de l'aménagement de l'espace privé dans la ville islamique. Et là, c'est vrai que l'unité de base, l'unité la plus étudiée des riches, la plus étudiée, c'est la maison à cour, ouverte sur le ciel. Elle est autour d'un centre. Et là, une approche qui traite la terminologie utilisée par les habitants de la maison nous renseigne sur les représentations et les caractéristiques de l'espace domestique. Commençons par le quartier, l'haï. Le quartier, voué principalement à l'habitation, il implique l'idée de la vie, du vivant, l'haï. Même chose pour dar. Dar, de la racine dara, ça veut dire tourner, qui implique une clôture, qui implique aussi une centralité et une circularité dans la littérature. Ibn Jinni, pour Ibn Jinni, c'est un linguiste. Dara, s'appelle dar, c'est à cause de la multitude du mouvement à l'intérieur de l'habitat. D'accord, c'est Mohamed Saïd, mais là, ton référentiel, ça reste la langue arabe. Or, il n'y a pas que des Arabes, il y a d'autres personnes qui ont d'autres références linguistiques et qui appellent aussi les choses qu'ils habitent, ce qu'ils côtoient par leur nom. Quand je dis tigmi en berbère, j'ai une autre référence qui n'a rien à voir avec la référence arabe. Mais pourtant, il ne me renvoie pas au même registre. Par là, j'aimerais juste parler de la terminologie arabe, les représentations de l'espace domestique dans l'ère arabe. D'accord. C'est juste en lien avec l'arabe. Si, par exemple, on parlait de la circularité et d'un espace clos, dans notre langage marocain, on parle par exemple de wast ad-dar, le cœur de la maison, le qalb ad-dar. Qalb ad-dar, ça nous renvoie à l'idée aussi de facilitation, le cœur qui facilite la circulation du sang. Je dirais la même chose en arabe, mais ça renvoie à autre chose, en berbère. Asarag, c'est wast ad-dar, c'est le patio, et ça renvoie à Sarag, c'est le forum. Le forum. Oui. Donc en fait, chacun aussi appelle les choses par ses références à lui. Et là, le forum, ça peut nous renvoyer très très loin.
quand je parlais de la ville antique qui n'est pas née, et que certaines villes ne sont pas nées ex nihilo, et qu'ils ont, je te redonne la parole, et qu'il y a derrière la ville tout un substrat ancien qui est là, et qu'on ne peut pas ignorer. Bien sûr, en archéologie, on connaît cela, ce sont les strates. Chacun ne vient pas forcément ignorer, il doit s'adapter à ce qui existe déjà, mais il y a des mots qui restent, et les mots, quelquefois, on la vit très dur, hein, tu es bien placé aussi, c'est Abdelaziz Touri, pour commenter cet aspect de continuité des populations, mais aussi de la continuité de la terminologie qui persiste et signe, hein, tout en acceptant. Et je relis à une autre question, tout en acceptant, on accepte l'ancien, mais on accepte aussi la diversité à l'intérieur. En plus de ce débat-là, diversité, je pense aux minorités, qu'elles soient minorités religieuses, qu'elles soient minorités tribales, qu'elles soient minorités étrangères tout simplement. Il faut bien que les musulmans, hein, qui sont là, qui sont majoritaires, communiquent avec les autres. Et quand on communique aussi par l'aménagement de l'espace. C'est Abdelaziz. Oui, avant de répondre à ces questionnements, je voudrais tout simplement revenir sur deux éléments qui ont été traités par mes collègues, c'est Khalid et c'est Mohamed Saïd. D'abord, la question de la mosquée au centre. Au Maroc, ce n'est pas toujours vrai. La Koutoubia qui vient d'être citée, qui est à Marrakech, n'est pas au centre de la ville. Elle est en dehors du centre de la ville. Donc ce n'est pas spécifique. Deuxièmement, les villes qui ont été créées, ex nihilo, disons, prenons l'exemple de Marrakech, la base c'est une forteresse, ce n'est pas une capitale. C'est d'abord un endroit où donc les Almoravides qui ont créé la ville, n'est-ce pas, un endroit qu'ils ont choisi pour avoir une base. Et à partir de cette base, ils ont commencé à faire la conquête de l'ensemble du Maroc et du Maghreb jusqu'à Alger, pratiquement. Alors, cette question est extrêmement importante, parce qu'on oublie souvent que, en fait, on ne crée pas une capitale comme ça. La capitale vient ensuite, par la suite. On n'est pas encore sûr d'avoir dominé pour avoir une capitale. Donc, l'origine pose problème. Et par la suite, par exemple, quand elle est devenue capitale, il n'y a pas eu de construction de remparts, parce qu'il n'y avait pas de danger. On a commencé à construire, à l'entourer de remparts au moment où les Almohades, qui vont donc supplanter les Almoravides, ont commencé leur mouvement. Donc il y a danger. Alors, si bien que parfois il y a la nécessité du moment qui oblige à faire ceci ou cela. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, pour le cas de Fès, nous n'avons pas, dès le début, une grande mosquée. Nous avons deux mosquées, l'Ashraf et l'Ashiakh, n'est-ce pas? Parce que Fès, c'est deux villes, ce n'est pas une seule ville. Il y a les deux Adouat, qu'on appelle les Andalous, les Karawiyin, et les deux rives, exact, merci, les deux rives, la rive des Karouanais et la rive des Andalous. À la base, c'est deux villes. D'ailleurs, elles avaient chacune une enceinte. Et ce n'est que le grand prince almoravide, Youssef Ben Tachfin, qui les a réunis en une seule entité. Donc, pour la Karawiyin, par exemple, la rive gauche, il y avait deux mosquées au centre de la ville, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas une seule mosquée. Par la suite, c'est devenu la Karawiyin, etc., parce que les gens ne savent que ça. Alors, la maison, maintenant. Maison à ciel ouvert. Effectivement, la maison la plus connue du monde arabo-islamique et chez nous principalement, c'est la grande maison, n'est-ce pas, bien décorée, avec une belle cour à ciel ouvert, etc., etc. Mais ça, c'est pour les riches. Il y a d'autres mosquées, d'autres maisons, pardon, qui ne sont pas, qui ont peut-être une petite cour, mais qui ont un développement en hauteur et qui sont tout aussi belles que les grandes maisons. Mais l'effort est porté surtout sur la décoration par des arcatures, etc., etc. Et il y a en plus, moi j'ai travaillé sur la Médina de Marrakech,
justement l'habitat domestique, il y a des maisons du XIIe siècle qui n'ont pas de cour, qui existent au milieu, et au milieu, dans le centre que mes amis ont défini comme étant le cœur, c'est-à-dire là où il y a, si vous voulez, donc l'activité, et puis à côté le secteur public, c'est-à-dire là où il y a les résidences. Donc, en fait, il n'y a pas... ce que je veux dire par là, c'est que vous ne trouverez pas dans les textes des explications de ce genre. On ne vous expliquera jamais comment était la maison au XIIe siècle, au XIVe siècle, au XVe siècle, etc. Peut-être au XIXe, ça va avec les Européens, avec les Européens qui viennent dans un monde qui leur est étranger et qui décrivent. Effectivement, là, on trouve pas mal de choses. C'est Khalid est mieux qualifié que moi pour en dire un mot. Mais avant, non. Alors, nous tournons vers l'archéologie. Parce que l'archéologie, c'est, comme en Andalousie, c'est la discipline qui a fait évoluer les choses. Parce qu'on trouve les traces dans les tissus urbains actuels, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les fouilles d'urgence sont extrêmement importantes, parce que quand vous permettez une fouille d'urgence, vous traitez ce qui est en substrat, et ensuite, une fois que c'est étudié, vous laissez, n'est-ce pas, les nouvelles constructions se mettre en place. Ici, de toute manière, nous copions tout sur l'Europe. On n'a pas inventé la roue, nous, on l'a prise. Alors, l'Andalousie, en Espagne, ils ont fait un très grand bond en avant sur ce plan-là, parce que l'archéologie est développée. Chez nous, elle n'est pas encore développée. Mohamed Saïd Mourtaji est d'une ville qui est une ville donc marocaine, musulmane, islamique, appelez-la comme vous voulez, donc où il y a la majorité écrasante de musulmans, mais qui est bâtie sur une ville antique. Elle n'a jamais été étudiée. Quelle ville? Al-Aqsa al-Kbir. N'a jamais été étudiée. C'est le même cas avec Tanger. Tanger est une ville qui est connue bien avant les Romains, depuis les Phéniciens. Et toutes ces strates-là, on a des bribes par-ci, par-là, mais on n'a aucune vision de ce qu'était cette ville-là qui est devenue musulmane à un certain moment de sa vie. Et la question des minorités? Ah, la question des minorités. Alors là, la question des minorités, d'abord, moi, je veux insister sur une chose, c'est que dans la société marocaine, il ne faut pas voir le 19e, début 20e. On était déjà en pleine crise, donc la minorité juive, par exemple, Khalid est aussi sur ce plan-là mieux placé que moi pour l'expliquer peut-être. Mais d'abord, moi d'ailleurs, j'ai vécu dans ma ville natale, il y avait des juifs. Ils n'étaient pas aussi nombreux que les berbères musulmans, mais ils étaient des berbères et ils étaient de confession juive. Nous n'avions pas, nous, de quartier spécifique. Les gens vivaient comme ça, les rues, alors il y a une maison musulmane, 2 maisons juives, le contraire, etc. 2 secondes pour dire que nous avons un terme au Maroc qui définit le quartier dit juif, qui s'appelle le mellah. Souvent, les gens savent ce que c'est. Donc, c'est le quartier spécifique à la communauté juive. En fait, le terme n'a pas été donné au quartier où habitaient les juifs, où ont été concentrés, où ils se sont réunis eux-mêmes pour faire leurs prières, etc., et puis se distinguer des autres. Ça a été fait pour les chrétiens. Et les gens ne font pas souvent cette distinction, parce que de toute manière, tout simplement, c'est une habitude qui est devenue, n'est-ce pas, dans je perds mes mots là, dans le conscient, le subconscient, l'inconscient des gens, Mellah égale quartier juif, etc. Donc ça, et puis ces minorités-là, ils ont toujours vécu, sauf quand il y a de grandes difficultés, l'anarchie. Quand il y a l'anarchie, les faibles sont toujours malheureusement les premiers sacrifiés. Et ce n'est pas propre uniquement aux juifs, aux chrétiens ou aux musulmans dans un environnement où ils sont minoritaires. C'est la force des choses. Les gens se défendent
et toujours le fort l'emporte sur le faible. Il n'y a qu'une seule fois où il y a eu, disons, des difficultés pour la communauté juive, parce que ce qu'il faut remarquer chez nous, c'est que la communauté juive marocaine, par exemple, puisque ce sont eux qui constituent en fait l'essentiel de ces minorités-là, sont autochtones, ne sont pas venus de l'extérieur, contrairement à ce qu'on voudrait faire passer. Il y a même chez toi, dans le Bled, dans la région du Souss, il y a des villages entiers qui étaient habités non pas exclusivement par des juifs, mais par des juifs et des musulmans, et où le pourcentage des juifs était, sinon égal, peut-être même plus important. Il y a deux villes, essentiellement, c'est Mogador, Essaouira, voilà, et Safrou. Et Sfrou aussi, exactement. Et donc, il y a là où il y a une séparation, entre guillemets, c'est dans les grandes villes et surtout les capitales. Par exemple, à Marrakech, au XIIe siècle, il y avait le Mellah qui était réservé non pas aux juifs, mais aux contingents chrétiens qui étaient dans l'entourage du sultan, dans l'entourage du calife. Parce que les califes, c'est une question de sécurité. Ils préfèrent faire, c'est comme chez vous ici, la Légion, n'est-ce pas? Donc, c'est des gens qui sont extérieurs en fait à la communauté, etc., et en lesquels on met plus de confiance parce qu'il ne faut pas oublier que, uniquement entre parenthèses, et j'arrête là, sinon je ne vais pas m'arrêter. Je préfère passer la parole à quelqu'un d'autre. Il y a au Maroc deux types de pouvoirs dans la chronologie. Nous avions eu des dynasties qui étaient bâties sur la Asabia, c'est-à-dire un groupe l'appartenance à une confédération de tribus. Un lobbying. Voilà. Donc, une tribu forte commence à conquérir les autres et, de sa propre appartenance, n'est-ce pas? Et ensuite, ils essaiment, ils font la conquête des autres. Les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, avec leurs successeurs, les Ottacides, jusqu'au XIVe, XVe siècle. À partir du XVIe siècle, nous avons un autre genre de dynastie qui est basé sur le chérifisme. L'actuelle dynastie, donc l'actuel monarque, est un descendant direct du prophète, qu'on a changé totalement de conception. On n'est plus tribal, on est devenu plutôt, alors là, musulman, islamique, etc. Et le Maroc, depuis le XVIe siècle, est devenu une dynastie chérifienne, pas une dynastie de Asabia. Merci. C'est tout simplement une islamisation avancée. En d'autres termes, avant, j'appartenais à ma tribu, et avec l'islamisation avancée, on a d'autres références de légitimation. C'est Khalid, sur la question de la morphologie de la cité en fonction de la coexistence des diverses minorités. Quand je parle des minorités, je pense aux juifs, je pense aux chrétiens, je pense aussi même à des minorités autochtones, minorités tribales. Je sais que par exemple pour le cas des Essaouira, Sidi Mohamed Ben Abdallah, pour reconstruire sa ville de Mogador, elle a fait appel à des négociants juifs et musulmans, mais qui étaient déjà assez prospères dans plusieurs cités, plusieurs villes du royaume, pour leur dire, voilà, je vais ouvrir le commerce vers l'étranger, j'ai besoin de vous, je vous donne des privilèges, et venez ici, on va s'ouvrir. C'est Mohamed Abdallah, c'est ce sultan-là qui a été du XVIIIe siècle, qui a été un des premiers qui a à reconnaître l'indépendance des États-Unis, et c'est avec autant de George Washington, et qui s'est ouvert sur l'Europe énormément, et qui a d'ailleurs tracé sa ville, non plus comme cette ville labyrinthique, insinueuse, mais sur une autre échelle, je veux dire,
c'est-à-dire avec géométrique, qu'on prête à corps nu, hein, mais personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a là une strate déjà bien avant existante, bien avant la Mogador islamique, hein, qui existait avant, et que corps nu n'a fait que dessiner sur une strate déjà préexistante. Je crois qu'il y a un élément qu'on n'a pas évoqué qui est très important dans la création des villes, c'est la topographie. C'est là où le lieu, là où la place où on crée cette ville. Alors, à Marrakech, c'est le pied de l'Atlas, et nous connaissons l'importance de cette topographie sur l'évolution de Marrakech. Même aujourd'hui, c'est la seule ville au Maroc qui a un aéroport derrière les hôtels. Le plat pays, c'est facile. Alors, ça facilite son développement, mais peut-être aussi ça crée des problèmes d'urbanisation, etc. La ville de Fès, elle se trouve dans une pente entre des montagnes, Jbel Zalar. Au milieu, il y a même une Oued Fès. Il y a de l'eau qui passe. Alors, c'est pour ça que la topographie de la ville des Fès est tout à fait différente que celle de Marrakech. Quand on va à Rabat, c'est une ville côtière. C'est une autre dimension, là. C'est l'ouverture sur l'Europe, c'est beaucoup plus d'humidité, beaucoup plus... Et c'est aussi la ville qui a reçu les musulmans expulsés d'Espagne. Les Morisques, alors l'arrivée de ces étrangers à Tétouan et à Rabat et aussi à Chaouen, qu'on appelait les musulmans de Rabat. Voilà. Jusqu'à présent, on parle des musulmans du Rabat, d'un islam un peu douteux. C'était bien des musulmans, mais chassés d'Espagne. Mais comme ils avaient certaines habitudes andalouses qui n'étaient pas tout à fait familières aux musulmans de Rabat, on disait, voilà, les musulmans de Rabat, ils sont un peu spéciaux. Et la formule continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on vous dit musulmans de Rabat, ça veut dire un peu vous avez quelques libertés avec la religion. Alors, par exemple, quand on revient, par exemple, à Marrakech, les Al-Mouhidines et les Al-Mouravides, comme j'ai dit, c'est des gens qui sont venus du désert. Même lorsqu'ils sont allés en Europe, ils ont envahi ou ils ont conquéri l'Espagne. Lorsqu'ils sont revenus chez eux, ils ne se sont pas installés à Marrakech. Ils sont revenus au désert. Et lorsqu'ils étaient en Espagne, ils n'étaient pas contents des musulmans qui étaient en Espagne. Ils disaient qu'ils sont plus proches des femmes que des hommes, parce que la vie est très raffinée, les costumes, etc. Ils mettent des bagues, ils mettent de l'or, etc. C'est la vie du luxe. Lorsqu'ils sont entrés, ils sont revenus au désert. Ils ne sont même pas retournés vivre à Marrakech. Ce sont des gens rudes qui ont un système de vie, etc. Pour ce qui est des Andalous qui sont venus d'Espagne, c'est avec eux que l'artisanat marocain devait connaître ces grands jours, parce que ils étaient à Cordoue, ils étaient les héritiers des Omeyyades, de Bagdad, etc. Alors ces influences-là, avec le zélige, avec les maisons décorées, avec la luxure, ce sont comment ? Le luxe et la finesse de la vie, la musique avec tout ce qui va avec. C'était ces Andalous qui ont introduit ça, mais ils n'étaient pas acceptés au début. On doutait un peu d'eux parce que, comme disait mon ami Jama, on doutait un peu de leur islam. Ils connaissaient des langues étrangères, ils communiquaient juste entre eux, ils parlaient en arabe mélangé avec des expressions espagnoles, etc. On doutait de leur religion, etc. Mais leur impact sur l'histoire de la ville de Rabat et sur d'autres villes, même sur Fès et sur Tétouan, au niveau architectural, est très très important. Au niveau administratif aussi, ces gens étaient des gens qui faisaient du commerce, qui connaissaient des pratiques que les Marocains ne connaissaient pas, surtout la comptabilité et l'enregistrement des données.
Et nous savons là que c'est l'une des lacunes que le Maroc connaissait au XIXe siècle, c'est que même au début du XIXe siècle, on ne connaissait pas le nombre exact de notre population. Il n'y a jamais eu un recensement. Ça, c'est une autre histoire, mais il est lié aussi à la question de la ville. Comment est-ce que le Makhzen ou l'État arrive à gérer les villes sans connaître exactement le nombre exact? Parce qu'on n'a pas de statistiques. Là, c'est une autre affaire. Mais pour revenir à la morphologie de la ville, à l'époque des protectorats, on était tellement sûr qu'il y a déjà un modèle qui existe et qui perdure. Et dans quelques manuels qui ont été utilisés par les Français pour enseigner l'arabe, soit aux Marocains eux-mêmes, soit aux Français qui voulaient en apprendre, il y avait des descriptions de la ville marocaine. Comment ils décrivent cette ville? Si Monsieur le Président le permet, une petite lecture très rapide. Ils disent les musulmans, ce n'est pas les Marocains, c'est les musulmans dans le texte. C'est un livre d'enseignement de l'arabe. Les musulmans ont beaucoup d'objets dans leur maison, comme les Européens, entre parenthèses, Nsara, ça veut dire les chrétiens. Vous voyez, la dimension religion, il est toujours là. Mais ils n'ont ni salle de séjour, ni chambre à coucher. Ils dorment et ils mangent dans l'une des chambres de la maison. Souvent, ils ont une chambre pour les invités. Ils couvrent le sol de la chambre avec une natte ou un tapis. Ils ne s'assoient pas sur des chaises, mais sur des matelas posés sur un lit en bois. Ils aiment s'appuyer sur des oreillers, des poufs qu'ils couvrent avec des couvertures brodées, avec de la soie. Les murs sont couverts avec des tissus colorés et décorés avec des horloges et des miroirs. Ça, c'est la description qui est notée dans ce livre qui est paru en 1945. Et il y a une autre qui fait le parallélisme entre la ville moderne et la ville traditionnelle, que disait mon ami Jamal. Alors, une autre leçon compare le quartier européen et musulman de Casablanca à partir d'un dialogue recueilli à Casablanca. Voilà ce qu'il en est. Le premier dit « Où habitez-vous, ô fortuné » At-Tajr. At-Tajr, c'est l'expression de celui qui est riche. Ça ne veut pas dire celui qui fait le commerce. Quelqu'un qui est Tajr, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alors, où habitez-vous, ô fortuné Tajr. La réponse, nous habitons rue du Marché. La réponse, tu veux dire la rue qui s'appelle Boulevard de la Gare? Oui, monsieur. C'est vrai que c'est un beau quartier. On y trouve des maisons très hautes, avec des piliers en marbre, des grands couloirs et beaucoup de grandes fenêtres. Ce que les Marocains n'ont pas, les fermetures. Je termine le texte. Elles ont 5 ou 6 étages. Les habitants de ces maisons utilisent une machine appelée ascenseur. Leurs routes sont goudronnées. Pendant la journée, ces routes sont empruntées par des voitures, des carrosses. L'ambiance est très vivante, avec beaucoup de mouvements à tout moment. L'autre qui répond pour terminer. Mais dites-moi, est-ce que cela ne vous fatigue pas et ne vous rend pas nerveux de subir ce vacarme et ce bruit toute la journée? Non, monsieur, pas du tout. Nous nous sommes habitués, tout cela. Et vous, où habitez-vous? Alors le musulman répond, notre maison se trouve au cœur de la Médina, dans un quartier calme. Nous avons beaucoup d'espace dans les chambres. On contemple l'Oriade qui est plein d'arbres et de fleurs et nous n'avons pas de voisinage qui nous dérange. Écoutez-moi, monsieur, l'Européen répondit pour terminer le dialogue. Écoutez-moi, monsieur. Dieu a réparti les traditions entre les hommes, comme il l'a fait des diverses religions. Ainsi va la vie dans ce bas monde. C'est bien, c'est bien que tu aies déjà abordé question ville nouvelle ou ville européenne et Médina. En fait, l'époque coloniale, je crois qu'elle a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, une période de mutation profonde. Les historiens n'ont pas été unanimes à juger ce qui a été introduit au Maroc par un fameux général puis maréchal Lyautey, notamment avec son grand urbaniste bien connu Henri Prost. Et certains en essayant de préserver la Médina,
et de créer à côté de la Médina une ville nouvelle avec son vacarme, mais aussi avec ses voitures, ses lignes rectilignes, comment dirais-je, ses services qui répondent tout simplement aux besoins des nouveaux habitants du Maroc, à savoir les Européens. Certains ont jugé que c'est plutôt une bonne chose d'avoir préservé la Médina et de faire construire autre chose à côté, mais il y a eu aussi d'autres voies qui ne vont pas dans le même sens, je pense, et qui ont parlé d'apartheid. Ça veut dire tout simplement une idée préconçue, une ségrégation, diviser tout, diviser la ville, dualité de la ville, dualité de montagnards et de citadins. Et quand je dis apartheid, ça ne vient pas de moi, ça vient surtout je fais allusion à l'ouvrage de la sociologue américaine Janet Abou-Legod, qui est Rabat, Urban Apartheid in Morocco, Princeton Studies Press, 1981. Alors, avez-vous quelque chose à dire ou votre propre idée? C'est pas du tout. J'ai pas du tout quand j'ai utilisé le mot apartheid, c'est pas du tout mon point de vue. Bien loin de là. Au contraire, personnellement, je trouve que ce qu'a fait Lyautey était plutôt une bonne chose. C'est personnel ce que je dis là parce que ça a préservé un patrimoine marocain et aujourd'hui on ne peut que rendre hommage à en tout cas je dis bien que j'exprime ici un point de vue personnel. Juste à l'époque coloniale, on remarque cette présence de deux principes clés de la politique en matière d'urbanisme. D'abord, cette séparation, la séparation entre deux ordres spatiaux, la ville indigène labyrinthique, secrète, bien entendu, et exotique, et un autre espace, l'espace européen, qui correspond à l'urbanisme moderne. Et là, on remarque qu'il y a une opposition entre deux ordres, l'un labyrinthique et l'autre géométrique. Et le deuxième principe, c'est la préservation de la Médina, qui a un cachet historique, esthétique ou pittoresque prononcé de toute modification. Et là, on revient à Henri Prost, par exemple, qui parlait de la nécessité de promulguer des lois, notamment la loi sur le classement des villes. Le classement des villes, le problème et la conséquence de cette politique, c'est qu'il a empêché les médinas de croître, ou du moins on ne prévoit rien pour la croissance de ces médinas. D'autant plus qu'on la cerne par une nouvelle ville. C'est de là qu'on remarque une distinction, une relation conflictuelle entre la ville moderne et la Médina. Aujourd'hui encore, on prononce ces distinctions. Et dans l'urbanisme actuel, on remarque le changement des valeurs d'habiter ces espaces, une modification de mentalité due à des changements socio-économiques, etc., qui ont fait qu'il y a de la verticalité qui remplace, par exemple, l'horizontalité, etc. Donc, D'accord, mais je crois que la tendance est quand même de préserver le legs Lyautey dans cette séparation. Bien sûr. Très bien. Alors, sur ce point, parce que je vois que l'heure, que je voudrais donner un peu la parole à l'assistance. Une dernière question. L'état de la recherche aujourd'hui, l'état de la recherche académique aujourd'hui,
hein, vis-à-vis, je ne sais pas, sur la ville, sur la cité, sur l'aménagement de l'espace. Qu'a-t-on fait aujourd'hui avec le legs de l'école orientaliste? Est-ce qu'on l'a dépassé ou alors elle reste encore aujourd'hui assez présente? Moi, je consulte, même n'étant pas très spécialiste comme vous sur la question, mais quand je consulte, je retrouve aussi quelquefois des choses que j'ai lues chez les Marseillais et bien d'autres. Oui, dans l'emploi de la terminologie, Mohamed Saïd a déjà dit que ça continue. Effectivement, beaucoup de chercheurs continuent à employer ces dénominations de ville musulmane, ville islamique, etc. Donc, on n'a pas remis totalement en question ces choses-là, bien que les gens ne sont pas tous d'accord sur l'emploi de ces termes-là. Moi, je fais partie des gens qui préfèrent plutôt parler régionalement, si vous voulez, la ville marocaine de l'époque islamique, la ville marocaine de l'époque romaine, des choses par exemple. Et puis, dans chaque période, chaque grande période, essayer d'analyser les choses dans leur contexte chronologique, dans le contexte de l'époque en tant que telle. C'est à mon avis important. Maintenant, un point sur ce qui se fait, enfin sur l'avancement de la recherche, etc. Il faut distinguer entre deux choses. D'abord l'histoire, trois choses, l'histoire, l'archéologie et l'urbanisme. Depuis à peu près une trentaine d'années, il y a à Rabat un institut supérieur d'études urbanistiques. Et donc, dans ce cadre-là, on forme les gens pour qu'ils deviennent des urbanistes, n'est-ce pas, pour créer de nouveaux espaces adaptés, etc., etc. Mais il y a un volet dont l'intérêt n'a pas échappé aux fondateurs, c'est-à-dire celui de traiter des questions des villes existantes, des villes dites traditionnelles, mais sous l'angle d'une vision urbanistique, pas ni archéologique ni historique. Alors sur ce plan-là, il y a beaucoup de choses qui se font, n'est-ce pas, des choses intéressantes, d'autres qui le sont moins, comme partout. Sur le plan de l'histoire, il y a beaucoup de monographies qui ont été faites. La plupart ne sont pas publiées, mais il y a des études très intéressantes, très importantes. Il y a des études quand même en langue française. Par exemple, le travail de Halima Farhat sur Ceuta, n'est-ce pas, même si la ville n'est pas encore totalement marocaine, mais il y a un très très bon travail qui a été fait sur l'histoire de cette ville. En archéologie, malheureusement, les seules choses que je connais, moi, n'est-ce pas, d'abord, ce n'est pas des études, disons, de très grande valeur qui changent un petit peu les vues, etc. Mais manque de moyens, manque de vision, et surtout, on est resté un peu dans le prisonnier de la vision monographique. On prend plutôt, non pas la ville comme telle, en tant que telle, sauf pour certains articles, et ces articles-là ont été écrits par leurs auteurs dans des contextes assez particuliers. Surtout quand il y a des colloques spécialisés auxquels on est invité, etc. Et à ce moment-là, on est obligé, n'est-ce pas, de réfléchir un petit peu et de dire comment les choses évoluent et comment on les voit. Personnellement, moi j'ai participé à 2 ou 3 grands colloques, dont celui qui avait été organisé par Jean-Claude Carcin sur les métropoles méditerranéennes à Aix-en-Provence il y a déjà 15 ans, je crois. Et donc moi j'étais sur autre chose et on a fait appel à moi et j'ai accepté parce que ça m'intéressait. Et donc j'ai fait par exemple un article, le seul qui a été fait jusqu'à présent sur Marrakech, sur la maison de Marrakech. Et voilà, mais par occasion. Il n'y a pas de programme, si vous voulez, en archéologie. Je parle en archéologie, histoire de l'art. L'histoire, j'en ai dit quelque chose. Il y a par contre quelques thèses. D'accord. On a peu de temps. Il y a beaucoup de thèses même, mais peu de temps. C'est pourquoi je saisis le dernier quart d'heure qui nous reste pour donner à l'assistance la parole et vous
vous aurez le temps aussi on regroupe les questions, des commentaires, des ajouts. Vous avez la parole, messieurs, dames. Madame, micro-baladeur, elle est là, c'est déjà... J'aurais aimé qu'on me parle un peu de la vie marocaine actuelle, pas uniquement la ville traditionnelle, c'est-à-dire l'habitat populaire qui peut aller des bidonvilles ou des immeubles type HLM, des villas résidentielles qui sont construites pour des Marocains aisés et des émigrés, voire des étrangers qui s'installent là-bas. Et pour terminer, de l'habitat touristique, c'est-à-dire les hôtels et tout ça, et comment dans les deux dernières catégories peuvent être inclus des éléments d'architecture traditionnelle, des éliges, des voûtes, des choses comme ça. Merci madame, on va essayer de regrouper toutes les questions. Vous prenez note, comme ça je donne la parole à un maximum de personnes. Madame, vous avez la parole. Alors d'abord, j'ai deux choses qui m'ont vraiment surprise dans votre conférence. La première, c'est qu'il y avait un débat en France sur le recensement. J'ai compris les recensements des religions, qu'on avait un problème en ce moment, donc j'espère bien que non, parce que pour moi, il n'en est pas du tout question, et je ne savais pas qu'il y avait un débat de fond là en ce moment sur l'utilité ou pas de recenser la population. Et ben, voilà, le débat existe alors, la preuve. Eh bien, je tombe des nues parce que pour moi, c'est pas un vrai débat et enfin, bon, bref. Et ensuite, voilà, une autre chose qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est que vous aviez insisté sur l'exception marocaine du mélange entre le politique et le religieux à la prière du vendredi. Et je pense que ce n'est pas du tout une exception marocaine. Donc, j'aimerais qu'on précise ça un petit peu. Et puis ensuite, deux questions, si ça ne fait pas trop. Vous parlez d'un monde décadent qui a permis au protectorat et à la colonisation de s'installer. J'aimerais savoir de quel point de vue il était décadent et par rapport à quelle autre époque. Et une deuxième question, c'était... je ne sais plus. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Moi, je voudrais dire que nous qui sommes nés après les indépendances, nous n'avons pas les terminologies. Nous ne savons rien. Ici, on ne nous dit rien. La définition du protectorat dans le dictionnaire Le Robert, par exemple, elle est tout à fait insatisfaisante. Donc, j'ai été effaré de voir les publications sur le maréchal Lyautey à Rabat, par exemple, dans les vitrines des marchands de livres. J'avais jamais vu autant de livres sur Lyautey en France. Jamais. D'autre part, vous dites tout à l'heure, vous l'appelez comme vous voulez, ville musulmane, vous l'appelez comme vous voulez, mais nous ne voulons rien. Voilà, nous attendons une terminologie qui soit sûre et claire, pas celle forcément de l'Institut du monde arabe. Voilà. Merci. Vous avez demandé la parole, monsieur. J'ai plusieurs questions, ou plutôt plusieurs remarques à faire sur... D'accord. Je vous disais que j'ai des questions ou des remarques, mais je vais vous dire ça dans le désordre. Puis après, vous essayerez de me répondre, de me donner une réponse globale ou pas de réponse du tout, parce que à toutes les questions, il n'y a pas toujours des réponses. Alors la première, je suis un peu gêné par le système d'islamisation arabe, orientale, on ne l'a pas prononcé, mais on pourrait à la rigueur aussi le dire. En ce qui concerne la maison marocaine, je pense que, à mon avis, on n'a pas suffisamment insisté sur les maisons du ribat. Il y a une seule fois où monsieur l'a évoqué. On a parlé de Marrakech, mais on n'a pas utilisé le mot ribat. Alors que la plupart des grandes villes du Maroc, les principales villes du Maroc aujourd'hui, ils étaient quand même des ribats. Ils ne portent plus le ribat. Il y a seul Rabat à garder le terme de ribat, alors que Marrakech était un ribat. Comment dire, Rabat Salé, donc c'était un ribat. Taza, c'était un ribat, donc c'était des préparations. C'est un lieu de rassemblement. On a construit la ville, effectivement, de rien, pour préparation à la guerre, autrement dit, pour préparation à la conquête, au djihad. C'est-à-dire l'Espagne et le reste. Alors il y a un autre terme, une autre ville
un autre type de construction des villes à l'intérieur du Maroc, mais qui n'a pas toujours de nom. On dit la grande ville de Fès. Alors, la grande ville de Fès, on sait très bien, en fait, si on se réfère à l'histoire des Idrissides, que Fès a été construite pour faire une sorte de ribat intérieur. Meknès aussi, il a la même forme à peu près que les grandes villes, mais ce qu'on considère aussi, on considère la place comme une place centrale, alors que la grande place de Meknès, effectivement, ce n'est pas le centre de la ville, mais c'était l'Edim, autrement dit, c'est un lieu de décombre. Autrement dit, c'était les gravats de la construction du palais royal, donc on les a rassemblés là. Alors c'est devenu après, on l'a nettoyé, c'est devenu une place. Alors, si on essaie de voir tout ça, effectivement, d'une autre manière, on peut essayer de voir. L'autre problème, c'est la morphologie ou la forme de la ville. Alors, les villes marocaines, quand on les étudie, on sait très bien que, en fait, surtout ces ribats, on étudie, il y a la mosquée, la grande mosquée de Marrakech, et puis vous avez le siège du gouvernement, et puis vous avez la place, et puis derrière, vous avez effectivement un certain urbanisme, plus ou moins développé, plus ou moins organisé. Et donc là, ce qu'il faudrait, à mon avis, est-ce qu'on ne pourrait pas voir, pour définir la ville marocaine, partir en fait des grandes structures et puis parler de la ville marocaine, et si cette forme existe dans les autres pays musulmans. Alors, d'autre part, il y a le fait que, pas beaucoup de temps, il y a le fait qu'on parle en histoire, on peut parler de l'islam occidental, enfin de Maghreb al-Aqsa, et on parle d'islam oriental, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire effectivement distinguer les villes en utilisant ces deux termes? Et d'autre part, il y a aussi autre chose, c'est le fait qu'il y a aussi... Alors on a l'islam d'Occident, le Maghreb, et puis l'islam d'Orient. Et puis on a oublié, on parle rarement, on ne parle presque jamais de ce qu'on pourrait appeler l'islam périphérique. Par exemple, les régions sahariennes, par exemple en Asie, par exemple en Chine. Est-ce qu'ils ont les mêmes... Quand on utilise le mot islam, islamisme ou musulman, est-ce qu'ils rentrent dedans ou ne rentrent pas dedans? Merci. Une toute dernière, s'il vous plaît. Juste, je m'inquiète un petit peu comme quoi il n'y a pas de traces écrites de notre histoire. Donc ça m'inquiète énormément, surtout qu'à l'époque des Mérinides, le roi Abou Inan, qu'on surnommait le sultan des ulama, avait fait appel à Ibn Battuta pour qu'il revienne d'Afrique, de son voyage en Afrique, pour rédiger justement tous ses mémoires, tous ses récits de voyage. Un autre point, c'est que je m'inquiète un petit peu aussi concernant notre patrimoine. Par exemple, quand on va à Essaouira, on voit les touristes monter sur nos canons, alors qu'ici, ils n'ont même pas le droit de toucher de près même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci beaucoup, monsieur. Ensuite, je vous donne la parole. D'abord, monsieur, devant. Oui, bonjour. Oui, en fait, j'ai une question. Est-ce qu'on peut revenir de faire le schéma directeur pour garder notre peut-être tradition ville arabe musulman ou pas? Parce qu'en fait, avec le changement et l'utilisation de nouveaux transports, peut-être ça nous a forcé de faire ou de suivre le schéma directeur avec le type d'amière dans les villes ou pas. Merci. Monsieur derrière, vous avez la parole. Pour vous passer le micro. Bon, après, ce sera, je crois, la dernière question. Je fais très vite, puisque vous ne pouviez pas citer toutes les villes, vous en avez cité beaucoup. Il y en a une qui n'a pas été citée, où je ne l'ai pas entendue, c'est Oujda, qui me semble intéressante à plusieurs titres. La ville de Oujda, qui peut, on le sait, par son histoire, beaucoup de ses composantes, est intéressante dans les questions aujourd'hui. Et question subsidiaire, que devient la collection archéologique et le musée d'archéologie, qui, il me semble, n'est pas ouvert? Voilà. Pardon, vous répétez la dernière question? Que devient le musée archéologique? La collection ou le musée archéologique d'Oujda, qui, me semble, est prévu ou mais pas ouvert, il me semble. Voilà. Est-ce que vous savez de ça? Pour les réponses, je vais faire l'inverse des interventions. Je commence à gauche. Normalement, je suis toujours à gauche, mais les enfants...
juste un point concernant la question du tourisme et l'effet sur le patrimoine des villes islamiques. Il est lié à ce phénomène du tourisme. Donc, il est là. Et en parallèle, on a la question et le processus de la patrimonialisation de ces cités. Le fait de valoriser un certain nombre un certain art de vivre ensemble, un art citadin, a fait qu'il y a des glissements quant aux attitudes envers le patrimoine archéologique et architectural. C'est juste la question de savoir comment on traite le patrimoine archéologique. C'est tout. Juste pour la question de l'islam au Maroc, la particularité dont je parlais, il est très confirmé, parce il faut juste revenir à un livre écrit par un anthropologue américain pour avoir une idée extérieure, c'est même pas une idée de quelqu'un de l'intérieur. C'est Moroccan Islam de Dale Eckelman. Il y a d'autres travaux aussi qui parlent de l'islam au Maroc comme un islam tout à fait particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait qu'on a Amir al-Mu'minin, c'est le dernier représentant si vous voulez, le calife sur terre pour le moment, après la fin du califat ottoman, et l'appartenance au madhab maliki, qui est si différent du madhab hanafi à plusieurs niveaux. Au niveau de la prière, au niveau de la récitation du Coran, etc. Non seulement parce que j'ai juste évoqué la question de Hadith al-Insat. Hadith al-Insat, c'est une tradition qui nous vient du prophète, selon laquelle le prophète a dit que lorsque le imam commence à donner le sermon du vendredi, personne ne doit parler. Ne parle pas avec ton voisin, c'est pas... Alors on croyait que c'était pour que les gens apprécient la prière, mais il y avait des choses politiques derrière, c'est pour empêcher les gens de protester. D'abord, alors si vous allez juste en Algérie, en Arabie Saoudite, en Égypte, il n'y a pas ce hadith. Les gens, la prière commence directement par l'appel à la prière et le sermon. Ça, il y a un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est la récitation de Hizb. Au Maroc, après la prière de petit matin, on lit un chapitre du Coran. Après la prière du crépuscule, Salat al-Maghrib, on lit un deuxième Hizb. Si vous multipliez ça par 30, le Coran, il contient 60 chapitres. Vous lisez le Coran tout en entier chaque mois. Si vous refaites l'exercice toute votre vie, vous arrivez à apprendre le Coran. Là, c'était pour des raisons militaires. On ne faisait apprendre ça à Rabat lorsque les Almohades étaient... En fait, c'est juste pour souligner le référentiel. Voilà, le référentiel spécial est très important. Bien sûr, on est tous musulmans, mais il y a des particularités. Par exemple, le madhab al-Hanafi, les gens font la prière avec la main comme ça. Comme ça. Les imams maliki disent non, il faut que les mains soient tendues. Et c'est des petites choses, mais qui font que les... Nous sommes au Sénégal, même maliki comme voilà. On connaît le hadith de Abi Sinan an al-Malik oui. On connaît ça, oui. mais on ne fait pas comme le Maroc. Exactement. Merci. Merci de votre témoignage. Voilà, nous avons besoin aussi de témoignages. Quant à la question de la ville, actuellement, le développement de la ville marocaine, la ville islamique, elle était bien organisée. Il y avait toujours des murailles. Pas toujours. Non, presque. Les grandes villes, ils ont tous des murailles. Alors, la ville est organisée. Ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas la ville. On trouve directement le cimetière. Juste après, derrière, on trouve le cimetière, ça veut dire que la ville se termine. Et les gens qui osent s'aventurer, c'est à leur risque et péril. Il y a des portes, etc. L'époque des protectorats, il y avait des lois. Il y a ce qu'on appelle le périmètre urbain. C'est réglé par des dahirs, etc. Aujourd'hui, la ville marocaine échappe un petit peu même à l'État parce qu'il y a les spéculateurs. Et
je m'arrête là. Les spéculateurs, vous savez ce que ça veut dire. Bon, protectorat. Bon, avant, je donne la parole à mon ami Abdelaziz. Bon, comme c'est un peu mon rayon, question de décadence. Non, tu as noté. L'IoT. L'IoT, j'ai beaucoup travaillé sur l'IoT, donc je vais me permettre juste de placer un petit mot pour expliquer ce retour à l'IoT. Pour la simple raison qu'il fut un temps dans l'historiographie marocaine, on ne s'est pas du tout occupé de deux périodes, à savoir tout ce qui est protectorat. Ça, c'est pas nous, c'est les Français. On ne s'est pas occupé de ce qu'on appelle l'histoire du temps présent, après l'indépendance. Pourquoi? C'est trop politique, c'est journalistique, c'est trop sensible. On ne s'en occupe pas. Alors, il y a une surabondance de l'exploitation historiographique du 19e siècle, des Mérinides, des Saadiens, etc. Alors, par contre, rien sur la période anté-islamique. Anté-islamique, presque rien. C'est loin, c'est le siècle obscur. Mais, appellation arabe des périodes anté-islamiques, c'est Al-Jahiliya, la période de l'ignorance. Donc, debout ignorer la Jahiliya, entre guillemets, période anté-islamique, tout commence avec l'islam. On ignore le reste. Et tout finit à 1912. Quelques livres, Gaston de Verdun, sur Marrakech, jusqu'à 1912. Jacques Caillé, sur Rabat, jusqu'en 1912. Et l'école marocaine a continué sur la même chose. Après, à partir des années mi-70, l'historiographie marocaine a évolué. S'est mise à s'intéresser à des zones d'ombre, notamment la période anté-islamique, la période du protectorat, d'où cet intérêt pour l'IoT. Pourquoi? Parce que ce qu'on juge trop sensé, parce que parler de la période du protectorat, c'est aussi parler du glaoui, c'est parler des gens qui ont profité, des Marocains qui ont profité de la période du protectorat, et tout le reste est remonté jusqu'à l'histoire du temps présent avec ces enjeux qui vous nous échappent pas. Aujourd'hui, avec une marge de liberté que nous ne connaissions pas jadis, eh ben, tout cela, tous ces tabous-là sont brisés, d'où des livres sur Mbarka, des livres sur l'IoT, des livres sur Hassan II, etc., etc. Bon, c'est Abdelaziz. Merci, Monsieur le Président. Non, je vais vite. Je dirais à Madame, pour ce qui est des villes actuellement, mon ami Khalid a parlé de la spéculation. C'est vrai qu'il y a spéculation. Mais en fait, il y a quand même un certain nombre de textes, n'est-ce pas, émanant soit des municipalités, soit du ministère de tutelle, l'habitat, l'urbanisme, etc., qui essaient un peu de caler les choses. Sauf que le Maroc actuellement est vraiment un champ d'expérience où on tente un certain nombre de choses pour faire des centres urbains nouveaux, des centres qui sont adaptés et qui sont en même temps agréables, donc à la mesure, disons, des gens qui les habitent. Alors la tradition se retrouve dans les matériaux qu'on emploie, surtout les matériaux de décoration, les égliges, les plâtres, les bois sculptés, etc., au pain. Tout ça, on les retrouve dans les maisons, surtout dans ce qu'on peut appeler les villas. Dans les villas, il y a beaucoup de ces choses-là qui se perpétuent. Alors, je suis un peu dérangé par l'emploi du terme ribat, parce que le terme ribat pose un gros problème qui n'est pas encore résolu entre les spécialistes. Le ribat, si je peux faire une traduction littérale du terme, en essayant de l'expliquer, je dirais que le ribat, en arabe classique, c'est là où on met les montures. Ribatul Khair. D'ailleurs, nous avons une localité qui s'appelle comme ça, au Maroc, qui a changé de nom, en fait, parce qu'il y avait des événements
pas toujours. Et donc, le ribat, dans la civilisation islamique, c'est, je schématise, hein, parce que c'est un grand problème et c'est une question qui a vu se réunir beaucoup de tables rondes et de colloques. Et on n'est pas encore d'accord entre historiens, linguistes, philologues et archéologues. Ces 4 tribus ne sont pas encore mises d'accord sur la terminologie. Parce que quand vous prenez le ribat dans l'histoire de l'islam, vous avez une frontière. L'islam a commencé à venir par l'Est, donc ce qu'on appelle maintenant l'Arabie saoudite, et puis il a commencé à se propager aussi bien à l'ouest qu'au nord, qu'à l'est, etc. Là où on arrive à stabiliser une frontière, on met des contingents pour défendre la Ummah, pour défendre la terre de l'islam, la terre de la Ummah islamique. C'est ça le ribat. Le ribat est toujours en face de l'ennemi, de celui qui n'est pas musulman et qui est un danger pour l'islam. C'est ça le sens, le vrai sens. D'ailleurs, il y a dans l'encyclopédie de l'islam un très beau texte, n'est-ce pas, qui a été vu et revu, corrigé, etc. Parce qu'effectivement, le terme, n'est-ce pas, appelle des corrections, des correctifs, etc. Parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la chose. Ça, c'est le premier point. Donc, toutes les grandes villes marocaines ne sont pas originaires d'un ribat. Hein. Bon, Meknès. Meknès, c'est un type de ville, j'allais dire presque unique. C'est une ville double. Il y a l'ancienne ville, qui vient depuis les Almoravides, et il y a la nouvelle qui a été créée par Moulay Ismaïl, qui est une ville royale. Et comme par hasard, c'est une ville qui est apparue au XVIIe siècle et dont on a, dans tout l'Empire islamique, 3 exemples. Chez nous, Meknès, le Topkapi à Istanbul et l'Ashkari Bazar en Afghanistan. Même période, même conception, j'allais même dire presque même architecture, mais ce n'est pas la même chose. L'ère du temps. L'ère du temps. Alors, de l'Afghanistan jusqu'au Maroc, même période, XVIIe siècle, donc au moment où Louis XIV est ici, n'est-ce pas? Et donc 3 villes royales à côté de grandes métropoles qui existaient. En Afghanistan, l'Ashkari, n'est-ce pas, quelque chose d'extrêmement important. Bon, bref, je passe vite. Tu conclus, cher ami. Oujda, je ne peux pas vous dire. Je ne sais plus qui m'a posé la question du musée. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de musée d'abord, pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, surtout sur les périodes préhistoriques et un peu musulmanes. Il y a beaucoup d'objets. Et l'université, surtout la faculté des sciences d'Oujda, est très active sur le plan archéologique. Les objets, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que je ne suis plus dans les affaires, entre guillemets, je ne suis plus responsable, je ne sais pas je ne peux pas vous répondre. Tu as un élément pour répondre sur la question du musée. Oui, dernier mot donc, et je conclus parce que je sais qu'il y a une autre session qui va prendre la salle et il ne faudrait pas empiéter sur... C'est juste le projet du musée d'Oujda, c'était le projet de la wilaya d'Oujda. Le projet n'a pas abouti à cause du départ du Wali. Il y avait 5 projets de musées à Oujda, de la résistance et d'autres, d'art contemporain, et il n'y avait pas de collection. Ils cherchaient la collection partout au Maroc. Donc c'était juste un projet.